bonjour. Donc, je suis le docteur Laubert, radiologue interventionnel et responsable du service d'imagerie de la PDMD. Voilà. Je suis formé en Belgique. J'ai été pendant 20 ans radiologue en Belgique. Et puis, je suis venu parce que j'ai trouvé le projet ici extrêmement intéressant, extrêmement porteur. Et donc, j'ai décidé d'apporter ma contribution à tout ce qui a pu être fait pour remettre en place une structure aussi innovante. Mais disons que la radiologie interventionnelle, c'est, pour simplifier les choses, la branche chirurgicale de la radiologie. Donc, par habitude, on sait que la radiologie, c'est essentiellement pour diagnostiquer, c'est-à-dire on connaît le thorax, l'échographie. Il s'agit d'examens essentiellement à but diagnostique, mais la radiologie interventionnelle elle pousse un peu plus loin l'analyse, c'est-à-dire qu'en radiologie interventionnelle, on traite également le patient, et même dans ces tests d'évaluation diagnostique, on va beaucoup plus loin en faisant des techniques un peu plus invasives. Donc je viendrai peut-être un peu plus en détail sur certains termes, mais simplement on va dire que c'est une branche chirurgicale de la radiologie pour simplifier un peu l'expression. Oui, disons qu'en radiologie interventionnelle, il y a deux grands groupes. Il y a la radiologie interventionnelle vasculaire et il y a la radiologie interventionnelle, on va dire non vasculaire. Dans la radiologie interventionnelle vasculaire, c'est toutes les techniques qui vont permettre, entre guillemets, de pouvoir, au niveau des vaisseaux sanguins, apporter certains traitements ou certaines analyses diagnostiques. Un des exemples, mais qui, je veux dire, sera plus parlant, mais que on connaît tous, c'est par exemple la coronarographie, dont les cardiologues qui le pratiquent, on va dire c'est un équivalent de radiologie interventionnelle, voilà, au niveau vasculaire. Dans les techniques interventionnelles non vasculaires, on a plusieurs techniques d'approche, notamment dans le traitement de certaines tumeurs, dans le drainage de certaines collections ou de poches de liquide dans le ventre. On a des analyses très spécifiques également qu'on peut faire sur certaines régions de notre organisme en radiologie interventionnelle. Et il y a des traitements au niveau de la colonne rachidienne, au niveau de toute une série de régions, par des techniques d'infiltration. Pour traiter les cancers du foie, il y a plusieurs techniques, mais les deux, entre guillemets, que j'espère développer ici à la PDMD, c'est les alcoolisations ou les acétisations des tumeurs du foie. Et la deuxième technique, c'est la chimio-embolisation. Si je peux donner quelques détails, donc l'alcoolisation ou l'acétisation, c'est le traitement des petites tumeurs en utilisant soit de l'alcool, soit de l'acide acétique. Voilà, donc la différence entre l'utilisation de ces deux produits relève essentiellement de la topographie anatomique de la lésion, parce que l'alcool et l'acide acétique n'ont pas le même pouvoir de destruction, pour utiliser un terme simple, de la tumeur. L'acide acétique est un peu plus agressif dans son action, donc on va l'utiliser quand la lésion n'est pas proche d'autres structures délicates. La chimio-embolisation, malheureusement, c'est pas une guérison. C'est également une technique de traitement des cancers du foie, mais c'est une technique palliative. En fait, quand on a un cancer qui est beaucoup trop gros pour être alcoolisé ou acétisé, ou qu'on a un cancer qui est très diffus, et bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est de circonscrire le cancer et d'essayer de ralentir son évolution. Et on utilise ce procédé généralement en association avec une équipe qui fait des transplantations hépatiques. Ça nous permet de gagner du temps, ça permet, entre guillemets, à ce que, dans le cadre du protocole de transplantation, que le patient puisse avoir un donneur. Et c'est une technique vraiment de radiologie vasculaire, interventionnelle, parce qu'on va passer par une artère, principalement l'artère fémorale, on va remonter au niveau de l'aorte, qui est l'artère principale, et puis on va essayer d'aller au niveau de l'artère qui est responsable de nourrir la tumeur. Une fois qu'on est au niveau de cette artère, on va injecter un agent de chimiothérapie de manière à donner ce produit de traitement à la tumeur.
Et dans un deuxième temps, une fois que l'agent de chimiothérapie est administré, on va boucher cette artère par un autre produit. Et donc, la chimiothérapie qui est administrée, c'est d'où le terme chimio. Et l'occlusion de l'artère qui nourrit la tumeur, c'est là l'embolisation. C'est pour ça qu'on utilise le terme de chimio-embolisation. La chimio-embolisation est assez lourde en termes de coût. Parce que, comme toutes les techniques vasculaires, ça demande du matériel et c'est du matériel qui est relativement coûteux. Et il y a aussi également l'agent de chimiothérapie, parce que c'est de la doxorubicine qu'on utilise, mais on ne l'utilise pas de manière isolée, on doit l'émulser avec un produit qu'on appelle du lipiodol, c'est une sorte d'huile mélangée à de l'iode, de manière à pouvoir faire en sorte que ce produit reste bien ancré dans les cellules tumorales. Et bien tous ces produits et tout ce matériel a un coût qui est relativement élevé, en plus d'une installation qui demande une salle télécommandée avec des compétences vasculaires. Donc ça demande des investissements qui sont conséquents et dont le coût est relativement élevé. Maintenant, vous donner une valeur chiffrée, ce serait ici difficile. Je pourrais vous donner certains coûts en valeur européenne, mais je pense que de toute façon, ces traitements vont essayer d'être adaptés pour être accessibles au public camerounais. Voilà. Une des principales indications, c'est la sciatique. Quand vous avez des douleurs dans le dos et qu'un de vos nerfs se trouve entre guillemets coincé, vous aurez des douleurs qui vont irradier dans tout le trajet dont ce nerf est responsable. Classiquement, on a une douleur le long de la jambe avec une sensation d'électricité, on a même difficile à la mobiliser. On peut traiter par des anti-inflammatoires, mais il arrive malheureusement que très souvent, ces anti-inflammatoires par la bouche sont insuffisants pour soulager le patient. Et on peut avoir quelques soucis au niveau gastrique qui font que les anti-inflammatoires ne peuvent pas être pris, je veux dire, sur soit des durées très longues ou à des doses. À ce moment, l'infiltration, c'est vraiment une technique où avec une très fine aiguille, on va amener le produit anti-inflammatoire auprès du nerf qui est irrité, de manière à le désenflammer. Et l'avantage, c'est qu'on est beaucoup plus efficace parce qu'on est vraiment dans le problème. On traite localement le nerf qui est entrepris et en mettant directement ce produit dans la place, on a une réponse qui est beaucoup plus longue. Et je dois quand même préciser que pour avoir une réponse optimale, on est parfois obligé de répéter la procédure jusqu'à 3 fois. La neurolyse ou la sympatholyse d'Humbert, en fait, c'est une technique qu'on utilise beaucoup chez les patients diabétiques. Et chez d'autres patients, quand ils ont des problèmes au niveau des artères des membres, que ce soit supérieur ou inférieur, mais le plus classiquement, c'est au niveau des artères des membres inférieurs. La sympatholyse, quand on a par exemple un patient diabétique avec des plaies qui ne guérissent pas, on va essayer d'aider la vascularisation de cette région. Et ce qu'on fait, on part en fait brûler les nerfs qu'on appelle les nerfs parasympathiques, d'où le terme sympatholyse, et ça amène ce qu'on appelle une vasodilatation de la région. Et ça permet un meilleur rapport en sang, dont en oxygène, et on peut, entre guillemets, souvent pouvoir éviter une amputation ou en tout cas un traitement beaucoup plus lourd si on n'avait pas poussé à cette technique. On l'utilise beaucoup chez les patients diabétiques qui ont ce qu'on appelle des artères très évoluées avec des plaies diabétiques traînantes. La cholangiographie, c'est en fait un examen diagnostique. En interventionnel, on fait souvent des actes qui peuvent essentiellement permettre le diagnostic. En fait, la cholangiographie va nous permettre de dessiner ce qu'on appelle l'arbre biliaire. Donc, dans l'arbre biliaire, en fait, c'est tous les voies biliaires qui collectent la bile au niveau du foie, qui amènent cette bile dans la vésicule biliaire et ensuite qui drainent cette bile dans le canal principal. Donc, quand il y a un problème d'obstacle, et ça se manifeste parfois par une grosse jaunisse, quand il y a un obstacle de l'arbre biliaire et qu'on veut, entre guillemets, essayer d'identifier quelle est l'origine de l'obstacle, il y a d'autres examens qui peuvent le faire, mais une des techniques, c'est d'aller avec une aiguille pour essayer d'entrer dans une des voies biliaires en question, de mettre un produit de contraste et d'avoir le dessin de l'arbre biliaire, et en même temps, on a la dilatation, on a l'origine de l'obstruction. Et ça permet au niveau du traitement de pouvoir, je veux dire, prendre une décision qui soit beaucoup plus optimale.
Donc c'est un examen diagnostique. Il y a également des possibilités de pouvoir pousser l'analyse plus loin en méthode thérapeutique. Quand on a fait la cholangiographie, parfois on peut mettre ce qu'on appelle un drain biliaire pour soulager la bile qui n'arrive plus à être évacuée. Donc après le geste de cholangiographie, on peut mettre ce qu'on appelle un drain biliaire externe. Mais la cholangiographie en elle-même, c'est un acte purement diagnostique qui n'est pas agressif. Bon, on utilise une aiguille, mais c'est une fine aiguille quasi atraumatique. Et on opacifie les voies biliaires. C'est un examen, on vient le matin, on est à jeun, il dure 30 minutes, on rentre chez soi. Mais disons que l'arthrographie, c'est une opacification des articulations. C'est-à-dire que dans une articulation, nous avons des structures qui ne se voient pas sur une radio simple parce qu'elles sont transparentes sur les clichés classiques. Donc on a donc imaginé cette technique qui est une forme de moulage des structures de l'articulation. Par effet de moulage, on dessine des structures et on peut voir si dans ce moulage, il y a des lésions qui se précisent. On l'utilise par exemple quand on a envie de diagnostiquer des lésions de ménisque. Maintenant, l'IRM a vraiment compensé cette approche parce qu'on utilise beaucoup l'IRM pour les articulations, mais l'arthrographie permet l'opacification des articulations pour leur analyse. On pousse, entre guillemets, un peu plus loin la technique en l'utilisant en même temps pour des traitements. C'est-à-dire quand on a fait une arthrographie, on peut profiter pour injecter par exemple un anti-inflammatoire, généralement un dérivé cortisoné, dans l'articulation comme une infiltration. Et là, on a l'assurance qu'on est vraiment dans le lieu à traiter parce que l'arthrographie nous confirme qu'on est dans la région. La viscosupplémentation, c'est simplement une arthrographie où on va injecter une sorte de gel pour protéger les cartilages, essayer de ralentir l'évolution d'une arthrose et éviter que quelqu'un ne puisse devoir être soumis à une chirurgie de prothèse si vraiment son arthrose est très évoluée. Donc c'est des techniques qu'on fait de manière préventive. Ça permet d'éviter une évolution, entre guillemets, d'une usure de l'articulation rapide et généralement on peut empêcher un patient, entre guillemets, de se faire opérer pour une chirurgie beaucoup plus contraignante. La trituration, en fait, c'est une technique qui consiste à essayer de fragmenter des petites calcifications. Classique. C'est des gestes qui sont simples. Pour une arthrographie, c'est vraiment comme une infiltration. C'est simplement au niveau du radiologue d'avoir la précision de pouvoir faire le geste de manière visuelle pour pacifier l'articulation. Mais pour le patient, c'est vraiment un geste, je veux dire, qui ne nécessite pas de surveillance particulière. On vient, on fait son examen et on rentre comme si on avait fait une échographie. On a juste à la place un petit pansement là où on a fait le petit geste interventionnel. Mais il est assez supportable. C'est comme une prise de sang. C'est les techniques en fait de base même de l'interventionnel, c'est-à-dire on a une lésion, on a envie de l'analyser, on veut savoir si elle est bénigne, maligne, et bien on fait une biopsie. En fait, on va faire un prélèvement de ce tissu. Et ça, vraiment, c'est pas uniquement au niveau de la radiologie interventionnelle qu'on fait ce genre d'acte. Les chirurgiens, les gynécologues, voilà, c'est la technique de biopsie. Voilà, elle est assez courante. On le fait en radiologie interventionnelle. Le drainage des collections, ça c'est un peu plus, je vais dire, radiologique, parce que là on part vraiment avec un drain qu'on positionne soit grâce à l'échographie, soit grâce au scanner, ou simplement par scopie. On met entre guillemets un drain, et ça permet d'évacuer des collections sans devoir, par exemple, recourir à une chirurgie beaucoup plus lourde. Vous avez un abcès dans votre ventre, on l'évalue au scanner, si l'apport de cet abcès est favorable, et bien on part remettre un drain, on le vide, on rince avec un anti-inflammatoire en tout cas ou un liquide de désinfection. On peut laisser aussi le drap à demeure pour qu'il vide tout l'abcès et puis une fois que le problème est résolu, on vous enlève votre drap. C'est douloureux si on ne le fait pas, je veux dire, de manière académique. Mais il y a tout un protocole, c'est-à-dire qu'on commence par une anesthésie locale.
Et cette anesthésie, généralement, on la pousse jusqu'au moment où on sent que le patient ne ressent plus aucune gêne significative. C'est-à-dire qu'on va d'abord au niveau cutané en profondeur, bien anesthésier la région. Et une fois que le patient, entre guillemets, juge que c'est tout à fait supportable et qu'il n'est pas du tout agressé, on fait l'acte. Donc, il peut être douloureux, mais on s'arrange à ce que les conditions soient tout à fait supportables pour le patient. Enchanté d'avoir eu la responsabilité d'essayer de pousser la PDMD au niveau où elle a envie d'arriver. Je suis quand même fier que dans mon pays, des structures pareilles puissent exister. Merci.